Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Il y a une fissure entre le peuple et le gouvernement. Et comment voyez-vous le processus de dialogue? Parce que tout le monde maintenant a embrayé sur le dialogue national. Qui voyez-vous autour de la table? Comment voyez-vous le processus de dialogue? En ce qui me concerne, on est à moins d'un an des élections. Je ne pense pas que le dialogue tel que c'est prescrit maintenant soit quelque chose d'intéressant. Mais moi, mon compte, je prévois une dialogue, c'est un dialogue, le dialogue horizontal. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là, la plateforme que je crée, je vais avoir des discussions avec tous les Camerounais que je vais rencontrer, partis politiques, société civile. Quel est le Cameroun que nous voulons? Je vois les anglophones, qu'est-ce qui vous embête? Comme ça va être notre dialogue avant le dialogue. On va se comprendre et on va faire la coalition pour appliquer quand on ait voté ce qu'on a convenu. Parce que là maintenant, on risque de se trouver dans une situation où on dit dialogue, dialogue, dialogue. Nous on prépare le dialogue et les autres préparent les élections. Et quand ça arrive, ils vont dire ah, mais tout, voilà la constitution du Cameroun, l'élection doit être tenue à date, on ne peut pas changer, on peut avancer ou reculer la date des élections, donc ben, on est à des contraintes constitutionnelles, il faut qu'on fasse l'élection, après on va voir pour le dialogue. Et puis on a le dialogue, on a les élections, on a 7 ans de plus, et puis on va nous envoyer promener. Mais là, il faut que ceux qui veulent être élus présentent pas seulement une plateforme pour le dialogue, mais déjà ce qu'ils veulent pour leur pays. Comme ça, quand ils sont élus, ils vont mettre ça en marche. Donc je pense que le dialogue, oui, mais on sait que ceux qui ont aux affaires prennent le dialogue parce qu'ils ont le dos au mur. Donc ça devient un slogan sans contenu. Pourquoi je dis sans contenu? Je prends un exemple banal, simple. Un des complaintes des avocats, c'était que le système common law, il n'y a pas assez de magistrats. On lance dans une formation de magistrats anglophones, et ça va donner des fruits, je pense, dans 4 ans. Parce que là, ils vont peut-être entrer à l'école, je ne sais pas quand, on a fait le concours, on va les choisir, ils vont aller à l'école, les NAM c'est 2 ans, le temps de sortir, faire le stage, être intégré, on en a 4 ans, minimum. 4 ans. Alors que le texte de la magistrature aujourd'hui permet de recruter des juristes anglophones d'un certain niveau, des avocats anglophones d'un certain niveau, et les faire magistrats tout de suite. Donc, si on voulait résoudre le problème, moi je l'ai écrit, je l'ai proposé, on résout ça en un mois, un décret. S'il faut un recyclage, c'est 1 ou 2 mois, un avocat qui est au tribunal depuis, je ne sais pas, 15 ans. Mais ça ne me concerne pas parce que j'ai déjà dépassé l'âge pour être intégré dans ce système. Mais en 3 semaines, ils ont les magistrats et tout ça, tout ce qu'il faut. Mieux encore, dans la tradition common law, la voie pour être magistrat du siège, elle n'est pas forcément que... On commence par être avocat. Parce qu'après 10 ans devant les prétoires, on vous connaît. On connaît votre moralité. C'est de là que vous devenez magistrat du siège. Donc, non seulement ça va résoudre le problème de pénurie de magistrats, mais ça va aussi montrer que l'État commence avec une volonté qui applique le système common law. Donc, le simple fait qu'ils choisissent, n'est-ce pas, de partir de Yaoundé à Bafia, à Bafoussam, et puis revenir sur Kongsamba pour aller à Douala, ça vous montre l'intention, parce qu'arriver à Bafoussam, il peut prendre toute la route de Bamenda. Donc, je pense qu'il faut qu'on se garde contre ce genre de démarche-là. Parce que c'est toujours ça au Cameroun. Quand on dit, on a négocié, on a concédé. Mais de qui se moque-t-on? Quand je vois un ministre faire une cérémonie pour montrer qu'on a traduit les textes d'Ohada, dans un pays qui est quasiment bilingue. Ça veut dire que les anglophones, dans ce temps, ils travaillaient sur quel texte? Ils avaient quel texte? Dans un pays bilingue. Un pays bilingue, par la Constitution. Donc je pense que alors, les choses que l'État devait faire, le fait maintenant en concession. Mais quand même. J'avais assisté à une réunion où tout était en français. J'ai dit au président, je dis, écoute-moi, excusez-moi, je ne peux pas
être à cette commission-là, tout est en français. Il me dit, oh, monsieur le bâtonnier, on connaît votre français. Je dis, écoutez, n'est-ce pas, c'est pas vous qui m'avez envoyé à l'école, j'ai mes droits constitutionnels. Si c'est pas en anglais, moi je ne peux pas participer parce que je dois restituer à des personnes qui parlent anglais. Donc, excusez-moi. On a suspendu la réunion, on est revenu le lendemain, les documents étaient traduits, mais encore écrits à la main. Alors j'ai dit, bon, il me donne ça, bon, mais il dit, mais quand même, monsieur le bâtonnier, félicitez-nous parce qu'on a tout fait, on a tout donné en anglais. J'ai dit, monsieur le président, vous voulez que je vous félicite parce que vous avez fait comme la Constitution le demande? Parce que rien que sur ça, je peux exiger que vous me donnez dactylographie comme mon voisin d'à côté, comme ça je rentre encore. Il dit non, s'il vous plaît. Bon, je suis resté parce qu'il fallait qu'on fasse avancer des choses. On est arrivé à un moment où on faisait penser que les anglophones sont exigeants, demandent trop, des gens qui ne font que chercher des problèmes. Et quand il y a un problème, on appelle ça le problème anglophone. Alors, si vous voyez 15 Camerounais, le francophone va dire que, est-ce qu'il y a un anglophone parmi vous? Oui. Est-ce qu'il va dire qu'il y a un francophone? Non. Non. Est-ce qu'il y a un Bamileke? Est-ce qu'il y a un Bafia? Est-ce qu'il y a un Ewondo? Mais pourquoi c'est l'anglophone? Il dit, il y avait des anglophones. Pour les francophones, il dit qu'il y avait un Bamileke, il y avait... Comme ces anglophones, c'est une personne. Écoutez, quand moi j'étais bâtonnier, quand on corrigeait l'examen du barreau, c'est quand même amusant. Après, on fait les statistiques pour voir la balance. Équilibre régional. Exactement. Équilibre alors, on pensait toujours, bon, il y a combien d'anglophones là? Même au foot, il y avait un match qui jouait entre PW de Bamenda et je crois que l'équipe. Les trois arbitres de touche étaient tous francophones. Mon frère Bernard qui est à la commission, il demande à président d'Africa Foot, je ne sais pas, quelqu'un dans le comité. Il dit, mais vous avez une équipe où des gens parlent anglais, d'autres qui parlent français. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un seul arbitre de touche? Comme ça, s'il y a une question, l'autre ne comprend pas, lui peut parler. Le gars dit, mais il y a un gars Camden, non? Bernard dit, mais c'était pas un anglophone. Il dit, oh, c'est un Bamileke. Oh, ça c'est la même chose. Il ne sait pas à quel point c'est la même chose. Mais oui, mais écoute, donc je voudrais vous dire que on a banalisé ça pour être comme si, quand on demande ses droits, c'est trop demandé. Quand il n'y a pas un anglophone, on ne pense pas à Bamileke. Jackie, je ne sais pas si je peux le... une dernière, s'il vous plaît. Sur un sujet aussi grave, parce que j'ai aussi vu Maître, comme je disais tout à l'heure, il a un parcours tellement dense. Sur un volet là, juridique et judiciaire, vous êtes un éminent avocat et vous étiez sur ce dossier. L'avocat du Cameroun sur la fameuse affaire avion présidentiel. Exact. Et il y a exactement un an, jour pour jour, vous passiez à l'arène. Exact, ouais. Et vous n'aviez pas été très explicite, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce que vous vouliez dire. Et beaucoup de Camerounais n'ont peut-être pas saisi ce que vous vouliez dire quand vous avez dit, vous avez posé la question, mais qu'est-ce que Marafa Hamidou Yahya fait encore en prison? Voilà. J'aurais aimé vous poser juste une question, pas que je remets en question, évidemment, vous étiez dans votre droit comme l'avocat du Cameroun, vous avez fait votre boulot. Ouais. Mais connaissant le dossier tel qu'il est, Marafa Hamidou Yahya est reconnu prisonnier politique par le département d'État américain. Dernièrement, l'avis de l'ONU l'a reconnu en détention arbitraire et tout concorde à penser que la complicité intellectuelle de détournement de deniers publics, vous qui êtes un éminent juriste, n'existe presque nulle part. Au moins, quand vous posiez cette question, je me suis dit, peut-être vous vouliez donner un message à votre ancien client, de lui dire, mais élargissez ce monsieur. D'autant plus que les conséquences sur un plan humanitaire et sanitaire, pour la petite histoire, il a été opéré hier des yeux, sont dramatiques. Et qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui lorsque vous voyez, nous ne sommes même pas dans le terrain politique, là, c'est le terrain humanitaire, commence le développement de l'affaire Marafa, ne serait-ce que le volet Marafa Hamidou Yahya, parce que... Exactement, votre question, elle est pertinente, et je pose la question, je la confirme. En ce qui concerne les autres détails du dossier, j'ai dit à tous les journalistes, à tout le monde que je reste quand même avocat. Oui. Quand un client me confie un dossier, je ne peux pas commencer à dire, bon... Vous avez votre déontologie. Mais le dossier Marafa, je n'ai pas eu à le traiter. Donc, je me sens d'une certaine liberté. Et je suis en train de dire, comme juriste, sur les faits, et sur ce qui se passait, dans son dossier-là,
il y a des gens qui ne devaient plus être en tôle, pas Marafat. Parce que je ne vois pas ce qu'on lui reproche. S'il y a des choses à lui reprocher, qu'on a cherché ailleurs. Ça, c'est mon avis. Et je dis ça avec beaucoup d'hésitation, parce que ça doit pas être dans le même registre, parce que vous savez très bien aujourd'hui au Cameroun, quand on prend quelqu'un pour de l'argent, pour le détournement, on dit au Cameroun que non, ce n'est pas l'argent, il y a autre chose. En fait, c'est pour dire qu'au Cameroun, on peut voler, il n'y a pas de problème. Et c'est pourquoi nous, au CL2P, on dit toujours, nous ne sommes pas là pour défendre les voleurs. Nous sommes là pour restaurer l'état de droit. Dire que moi, aujourd'hui, je ne comprends pas cette détention, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur un autre plan. Ça, c'est mon avis. Vous avez parlé d'humanitaire. C'est ce que je ne comprends pas avec ce régime. Quel regard qu'il a sur l'humain. L'histoire de cette dame de Koumatek, est-ce que vous pensez que c'est normal? Non. Qu'on évente, qui a été éventré devant l'hôpital à Kentini. En plein cours. Il n'y a pas de médecin, pas d'infirmière. Vous vous souvenez? L'avocat Bala qu'on venait d'élargir. Mon frère Bernard est parti intervenir pour qu'on le laisse garder, partir à l'enterrement de son père. On a refusé. On est tous des Africains. Pour qu'un enfant puisse être là, pour lui revoir pour la dernière fois son père, on lui a refusé ça. Il programmait les obsèques. Quand on l'a pris, on a attendu, mais il fallait donc l'enterrer. Et on a intervenu pour qu'on le laisse aller, garder comme il faut, mais on n'a pas pu le laisser. Donc, sur le plan humanitaire, je ne sais pas où se trouve ce gouvernement. Je vais vous dire une histoire, anecdote qui me concerne directement. J'ai un collaborateur qui a travaillé pour moi, je crois, 29-30 ans. Il s'appelle Jacques. Il est mort l'année dernière. C'est un gars banqueranté, dont la mère est du Nord. Il a travaillé longtemps. Il est mort, on n'est pas de l'enterrer et tout. Il y a 4 mois, sa veuve, la voisine de la veuve m'appelle. Il me dit, il y a la veuve de Jacques qu'on a amenée à l'hôpital parce qu'un serpent l'a mordu. Je dis, mais à l'hôpital, il me dit, c'est bien. Et alors vous m'appelez. Il dit, parce qu'on refuse de la soigner tant qu'elle ne dépose pas l'argent. Oh, on parle de quoi là? On parle de morsure de serpent, on parle de poison, on parle de minutes. Minutes, oui. Et voilà ce qu'on est en est. On en est à demander de l'argent à quelqu'un qui a été mordu. À quelques minutes de la mort. Donc voilà. Est-ce que c'est la faute de ces gens-là? Je ne sais pas. Mais c'est le système qui a banalisé la vie humaine. Quand on voit le comportement de ces gens qui vont dans le campus des étudiants, casser les portes, tirer les filles, vous vous demandez, mais est-ce que ces gars-là sont aussi camerounais que nous? C'est quoi ces monstres-là? Donc je pense que c'est cela. Et on a même l'impression que ces gars, ils le font parce qu'eux-mêmes, à l'autre, tous sont frustrés. Peut-être on les amène à Bamenda avec une boîte de sardines pour je ne sais pas combien de jours. On les dit, bah, écoute, vous allez, comme on faisait avant, on ne paye pas les soldats. Quand on vous amène en guerre, vous payez sur ce que vous arrachez. Je n'en sais rien. Bon, l'histoire de Bouy, là, où il y avait l'histoire de chanvre, je ne sais pas quoi. Donc, quand vous entendez les histoires qui sortent de là, les téléphones arrachés, les postes radio, vous vous demandez, du point de vue humanitaire, qui caractérise les Africains, au Cameroun, où en sommes-nous? Et ça, c'est de la vraie question. Nous allons poursuivre, Maître Mouna, parce que le temps qui vous est imparti tend à sa fin, et vous avez d'autres sollicitations. Je vous ai entendu dans votre propos à Joël, vous avez parlé de fédéralisme. Pour vous, le fédéralisme au Cameroun doit être à 10 États ou à 2 États, bloc anglophone, bloc francophone, comme au temps de votre papa? Là, donc, c'est le dialogue. Je pense que les anglophones n'ont pas posé aux autres le nombre d'États qu'ils veulent. Il faudrait que chaque parti... Et même, il faut aller plus loin. Parce que même la logique des régions qu'on a là aujourd'hui, c'est une logique coloniale. C'est une logique qui est faite pour gérer certaines situations. Je prends par exemple les Bassa. Ils se trouvent dans peut-être 3 provinces ou 3 régions. Est-ce que c'est logique qu'un gars de Kribi qui fait appel dans un dossier part à Ebolova quand il peut le faire à Douala? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut une réflexion plus poussée sur, d'abord, le découpage des régions, avant de passer combien d'États.
Mais pour le fédéralisme, j'en suis convaincu qu'il faut. Qu'il le faut. Quand on parle des provinces, des régions anglophones, il y a ce truc culturel qu'il faut gérer, qui rend, peut-être ça va être un État avec 2 régions, je n'en sais rien. Peut-être le Grand Nord pourrait être un État avec 3 régions, je n'en sais rien. Mais je pense que ça, il faudrait que les Camerounais de ces bleds-là décident de ce qu'ils veulent. Il faudrait qu'il y ait ce débat sur cette nouvelle forme, cette nouvelle république qu'on appelle, comment faut-il qu'il soit. Mais c'est clair que ça doit être un système fédéral. Je veux pas être ici. Vous poserez dans ce débat-là sur la table. Oh, bien sûr. Automatiquement, il faudrait une conférence. Mais on a un pays à refaire. Conférence. Il faudrait une ça conférence. Ça fait peur depuis 27 ans. Mais ça, écoute, ceux qui ont peur, ce sont ceux qui ont quelque chose à cacher. Je pense qu'il faut débattre. On doit avoir une constitution dans laquelle la protection du citoyen est highest. Mais ça, non négociable. Un état de droit, c'est-à-dire que quand on vous arrête, il faut que vous sachiez pourquoi on vous arrête. Quand on vous laisse partir, il faut que vous sachiez pourquoi on vous a gardé, pourquoi on vous laisse partir. Et pour ça, il y a des délits de presse maintenant qui sont des délits ça n'a pas ça n'a pas de place. Il faut qu'on en finisse avec. Si vous m'insultez, je vous amène au civil, et si on vous bombarde des milliards, c'est votre problème. C'est pas une histoire de prison. Vous voyez? Et là-dessus, on va dire que la Constitution, non. On va abolir la Constitution en matière de délit de presse. Comme ça, si c'est une affaire de délit de presse, vous assignez, il n'y a pas de consignation. Mais il ne faudrait pas que les gens utilisent, n'est-ce pas, la justice, parce qu'ils ont des entrées par-ci et par-là, pour nuire aux autres, et surtout aux journalistes, qui ont une race quand même assez délicate. Donc il y a ça, il y a des actes comme ça. Il faudrait qu'il y ait des textes. Notre Constitution doit garantir les institutions. Vous voyez, il faut qu'il y ait une séparation claire. Prenons notre situation maintenant, même le gouvernement tel qu'il est fait. Le président est ministre de la Défense. Le président est ministre de la Défense. Oui, puisque le ministre est un ministre délégué à la présidence de la République. Donc le président est ministre de la Défense. Affaires étrangères, c'est la présidence. Police, c'est la présidence. Oui. Vous prenez tout ça là. Il trouve le temps pour travailler, le président? Il faudrait que vous lui demandiez, mais... J'aimerais tellement le rencontrer. Mais vous voyez... Vous savez, je vais vous dire, vous permettez, j'arrive en Afrique du Sud, j'entre à la présidence de la République. J'arrive au Gabon, j'entre à la présidence de la République. Au Ghana, chez votre ami, je suis entré à la présidence de la République. Je naquis au Cameroun. Je n'ai jamais eu le droit de franchir la première barrière de la présidence de la République. C'est une forteresse tellement protégée que... C'est pourquoi j'avais envie de rebondir là-dessus en demandant à Maître, mais comment voyez-vous la fonction présidentielle? Oui. Écoute, je vois la fonction présidentielle sur l'œil de quelqu'un qui a grandi dans un système qui est un peu différent. Quand mon père était Premier ministre, il signait les lettres « Votre humble serviteur ». Et ça, c'est parlant. Il signe les lettres, votre humble serviteur. On a un système. Vous trouvez quelqu'un qui est maintenant peut-être chef de service. Il était ministre il y a 10 ans. Vous entrez vous dites que oui, bonjour monsieur le ministre. C'est quoi ce système? Il faudrait un système... Des excellences. Ah, je vous dis. Il faudrait un système où on sait qu'on est au service du peuple. Qu'on nous renvoie le dossier d'un Camerounais à un Camerounais. Qu'on l'appelle. Et on l'aide à profiter de son dossier. Il faudrait une fonction publique qui trouve des solutions aux problèmes, mais pas des problèmes à toutes les solutions qu'on lui propose. Donc, il faudrait qu'il soit au courant. Donc, la fonction du président de la République, c'est comme je conçois. Agissante, fonctionnante et en tout temps en relation avec le peuple. Il faudrait que les conseils de ministres soient itinérants. Il faut aller peut-être à Bamenda ou à Maroua tenir avec les ministres. Et quand vous êtes là, tous les problèmes de cette région-là. Mais il faudrait 10 mandats pour mettre cela sur pied. Il n'y a pas de route chez vous, il n'y a pas de transport aérien fiable. Vous avez fait quand vous tenez le conseil de ministres tournant comme vous. Écoute, des gens qui vont, ils sont des extraterrestres. On ira comme les autres Camerounais et on va peut-être comprendre mieux pourquoi il faut reparer. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour ça. Il ne faut pas penser que ceux qui vivent là, ils font comment? Ici, ce n'est que les Benskin. Écoutez, monsieur le ministre, il n'y a pas de Benskin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les Camerounais de ce coin-là ont droit d'avoir accès à leur ministre. Quand ils vont là-bas, je vais vous dire, c'est dans le temps, le président rwandais,
Paul Kagame. Oui, Paul Kagame. Il a ces réunions-là qui tiennent partout. Il va dans une province ou région, et dans la salle, quelqu'un met la main, il dit oui, posez votre question. Le gars dit, il y a tel ministre, telle personne, il a arraché mon terrain, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et il dit, il se lève, le président dit, bon, vous avez entendu, il dit à la personne concernée, je vous demande de régler cela. Et quand le président part, le gars appelle le petit gars, il dit que vous allez voir. N'est-ce pas, le président est venu, il est parti. Vous allez même voir pire que vous avez vu. Un an après, le président repasse. Il se rappelait. Il dit, bon, il y avait cette affaire. Le monsieur est encore là. Il dit, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, voilà ce qu'on a qui était fait. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Science tenante, le gars a été arrêté. Le ministre a été arrêté? Oui, voilà. Voilà. Ça montre que... Vous serez ce genre de président au Cameroun? Mais, vous allez arrêter du monde? Je ne veux pas copier. Je suis en train de dire qu'il faut qu'on crée un pays qui évite l'impunité. On sait qu'il y a des conséquences pour les actes que nous posons. Et plus c'est un acte qui est posé contre... Un citoyen camerounais. Même pas un citoyen. Un citoyen qui n'a pas de... qui est pauvre et sans voix, plus sévère ça doit être. Parce que c'est la seule façon de valoriser ces personnes-là parce qu'ils sont handicapés. Est-ce que vous savez si le ministère des Affaires sociales a des rampes pour les gens qui ont des chaises roulantes? Vous m'avez posé une question, je suis très heureux que vous me la posiez, car le journaliste passe sa vie à interroger les autres et personne l'interroge. Voilà. Il y a 11 ans, j'étais au Cameroun avec Olivier Enogo pour tourner ce documentaire, les filières africaines de la prostitution, et en face d'un hôtel à Akwa, j'aperçois une dame qui dort là avec sa fille de 3 ans. Tout le monde dit qu'elle est folle. Je l'ai observée toute la nuit, je ne trouvais pas le sommeil. Et au matin, je dis à mon collègue, je vais aller voir cette dame. On l'appelle folle, mais pour moi, elle n'est pas folle. Une folle ne lave pas son enfant aux aurores et lui donne l'argent pour aller acheter du pain. Et je vais la voir, je discute avec elle. C'est une intellectuelle qui s'est retrouvée là. Vraiment, c'est un accident de parcours qui l'a fait se retrouver dans la rue. Et lorsque je lui pose la question, est-ce que les affaires sociales sont passées voir, elle me dit, est-ce qu'il y a les affaires sociales dans ce pays? Voilà la question qu'elle m'a posée, c'est gardé dans le documentaire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est encore de l'humanitaire dont parlait Joël. Donc je pense qu'il faudrait qu'on crée une société qui s'occupe des gens, les faibles, les pauvres. Vous voyez, on a bâti un système foncier qui va nous hanter pendant des années et des années. C'est-à-dire les terrains arrachés par ces personnes-là qui sont des super grands, qui vont chez eux arracher le terrain. Ces super grands qui ont tout, qui achètent des villages entiers. Ces super grands le foncier, c'est un problème énorme. C'est bien de mettre autochtones et tout ça dans la Constitution. J'en avais parlé à M. le ministre d'État, Maïbara, qui est mon camarade de classe, quand il était au fond. J'ai dit, vous savez, il faudrait que, si vous identifiez des familles qui ont des terrains, il faut que l'État construise sur ces terrains-là et divise les revenus, une partie pour rembourser et l'autre pour la famille. Comme ça, ces pauvres-là qui n'ont cause de terrain, qui l'ont relégué, peuvent valoriser ça pour ceux qui vont venir après. Mais si vous les laissez dans ces états-là où ils n'ont rien, ils vont vendre ce terrain. Et l'inimité entre eux et ceux qui ont acheté va changer et grandir par génération. Donc la seule façon de protéger ceux que vous appelez les autochtones, qui ont cette pression démographique de par leur positionnement, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, que ce soit Bafoussam, que ce soit Bamenda. Ouais, le problème se pose partout. Hein. Ça se pose partout. Et vous imaginez donc comment le Cameroun que vous voulez diriger, ce que ça représente en termes de crise latente, en termes de conflits latents, parce qu'à toutes les strates de la société, il y a un problème. Il y a des crises. Mais heureusement pour nous, on a eu affaire à des hors-la-loi. Donc, des hors-la-loi qui ont dirigé le pays. Justement, vous êtes gouverneur quelque part, vous achetez, vous prenez le terrain. C'est illégal. Un chef d'unité administrative n'a pas le droit d'acquérir le terrain là-bas. Donc, c'est facile. On fait là l'inventaire. C'est facile, c'est pas compliqué. Parce que les gens ont agi en hors-la-loi.
Et puis ça, c'est facile à rétablir les uns et les autres dans leurs droits. Maître Karemouna, si vous êtes élu président de la République, quels sont quand je serai élu président de la République? Moi, le journaliste restera dans le si. Vous vous direz quand, je vous le concède. Voilà. Alors, si vous êtes élu président de la République, quels sont les 5 premiers chantiers, vraiment les 5 premiers auxquels vous vous attaquerez immédiatement? Sur le plan humanitaire, pour que tous les Camerounais se sentent chez eux. Primo, ce problème de fédéralisme. Secondo, le diaspora a un rôle énorme à jouer. Donc, première chose, double nationalité. C'est absolument... Double nationalité, c'est le second chantier, hein, vous avez dit? Ouais, vous m'avez donné 5 chantiers. 5. Je n'ai pas donné une note de priorité. Ah. Alors, j'ai les comptes. D'accord. Alors, merci. Double nationalité, pourquoi? Ça va se tenir à une seule chose, la fiscalité. Donc, pour les Camerounais qui ont plus d'une seule nationalité, si vous voulez la nationalité camerounaise, il faut seulement régler le problème fiscal. Vous vous domiciliez, vous déclarez, vous payez vos impôts. C'est ce qu'il faut. Bon, Richard Bonnard, est-ce que tu as entendu? Voilà, première chose. Seconde, et diaspora toujours, pour les Camerounais qui veulent garder leur nationalité. Et la nationalité qu'ils ont acquise. Il faut ce que j'appelle une carte de séjour spéciale, qui est comme une carte d'identité. Comme ça, je me lève aujourd'hui, je vais dans mon pays d'origine sans visa. Il faut seulement que j'ai cette carte de séjour spéciale. Il ne faut pas que je commence à dire, ouais, et on la donne à votre épouse, à vos enfants, de quelle que soit la nationalité. Pour faciliter, parce que je pense que l'avenir du Cameroun de demain ne pourra réussir sans l'appui du diaspora. Il faudrait, encore sur le plan du diaspora, un département qui s'occupe que de ça. Mais en retour, on doit recenser les professionnels des diasporas. Les professionnels de la diaspora. Oui, les professionnels. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes spécialiste en telle matière, il faudrait vous inscrire dans ce ministère pour dire que, bon, chaque année, je vais donner 1 mois de cours, ou bien je suis spécialiste, je vais aller dans tel hôpital. Mais c'est pas ces échanges-là. Il faudrait qu'on établisse que les gens ont le lien. Mais par contre, ces ministères-là, si vous êtes un professionnel, vous voulez construire chez vous, je ne sais pas, à Banjul ou à Bamenda, vous dites que moi je cherche un terrain dans tel coin, on va dire, ben voilà, c'est qui est là, on vous assiste, ça vous serez là, il y aura une section qui vous permet de vous aider à construire, comme ça, c'est pas au cousin que vous envoyez l'argent, qui le bouffe, vous ne pouvez pas le mettre en prison parce que vous mettez toute la, vous allez mettre tout le village, vous pouvez mettre votre cousin en tôle, vous êtes donc bloqué. Donc je pense qu'il y a tout le secteur. Ça freine l'économie. Oui. Troisièmement, la santé. La santé. Ça, il faut qu'il y ait une santé pour tous. Surtout en commençant par les plus jeunes. Si vous demandez à tous les Camerounais, il n'y a que 16 millions qui le font, de payer 2000 par an. Vous voyez ce que vous recueillez c'est 32 milliards, je pense. Vous voyez? Par an. Par an, oui. C'est très facile de mettre en place un système de sécurité sociale. Au moins, commençons par les soins. Que quand j'ai un accident, je vais à l'hôpital, je suis en train de saigner, on demande, bon, il faut aller acheter un gant, il faut aller acheter un carnet, il faut aller acheter un carnet. Et c'est quoi? Et le gars, quand on a fini de tout acheter, on vient trouver les amours. Mais il faut payer pour la mort. Mais le gars n'a plus d'argent parce qu'il a fini d'acheter les gants et les carnets et tout. Bon, on va dire, ramenez votre cadavre. C'est triste. N'est-ce pas? Avec un sac plein de piqûres et tout ça. Et c'est les mêmes gens qui vont demander, vous avez fait quoi? Le gars est mort, vous avez fait quoi avec ça? Laissez ça ici. Laissez ça ici. Ils prennent, ils revendent. Et ils revendent. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est comique, mais c'est dans la tristesse que nous rions. Donc je pense que la santé, il faut quelque chose. L'éducation, il faut absolument. On a cette histoire de livre-programme qui est devenu un mafia extraordinaire. Quand je vois les sacs que les enfants portent pour aller à l'école, je me demande, puisque pour une matière, ils ont... Et puis on les change tout le temps. Moi, j'ai fait de cours préparatoires avec les mêmes livres que mes frères avaient étudiés. Effectivement, oui. Il y avait seulement les updates. Changement de programme, je comprends. Donc il faut voir l'éducation. La justice, j'en ai déjà parlé. Et puis maintenant, on revient maintenant à la gestion des carrières de tous les départements, que ce soit dans la force armée, que dans la fonction publique. Il faudrait qu'il y ait une visibilité.
il faudrait qu'il y ait une visibilité de carrière. Je sais que si j'entre aujourd'hui, je sors, si je travaille, il faudrait que la compétence soit primée. C'est ça qui fait fonctionner la société. Donc, ce sont quelques axes, et puis on va aller dans les infrastructures. Mais il faut, la première chose, c'est gagner la confiance des citoyens. Parce que quand vous avez leur confiance, le reste vient après. Ils vont adhérer à une politique que vous mettez sur la table. Mais sans cela, si on vient là-bas pour recommencer avec des ministères, on a tellement de ministères, je ne sais pas comment ça se passe. Et vous avez combien de ministres au Cameroun déjà? Je ne sais pas, c'est plus d'une soixantaine. Bon, mais voilà, et comme me rappelait, je n'avais pas réfléchi. Il m'a dit qu'il y a 3 ministres qui sont en charge d'éducation. Mais il n'y a aucun... Éducation de base, éducation quoi secondaire et enseignement supérieur. Ah, d'accord. Tous les 3 sont francophones. Donc, ouais, je pense que... Mais quand vous avez un système, on va dire démembré, mais fédéral et fédéré, le ministre à Yaoundé n'a pas décidé de l'affectation de quelqu'un qui parle de Morakousséri, mais c'est ridicule. Il ne connaît même pas où ça se trouve. Mais c'est presque... je rebondis sur un volet par rapport à la diaspora qui est la double nationalité, parce que vous êtes courageux d'aborder ce sujet, parce que j'ai constaté que c'est un sujet brûlant au Cameroun et que les interprétations sont souvent très biaisées. Pour, si je peux parler ainsi, j'ai suivi M. Cabral Libi qui proposait aussi de donner la double nationalité, mais en conditionnant ça, en disant presque une citoyenneté de 2 ordres, c'est-à-dire ceux qui ont la double nationalité ne pourront pas jouir de l'entière citoyenneté, c'est-à-dire avoir des droits comme tous les autres. Moi, je voulais juste insister sur le fait que, est-ce que vous êtes conscient du fait que cette mesure-là demande presque un changement de paradigme dans les têtes des Camerounais, à faire comprendre que c'est d'abord l'apport des expertises extérieures dans ce pays. Je fais ça tout d'abord dans un sens de justice. Oui. Parce qu'il y a des gens qui portent 2 passeports ici au Cameroun, qui occupent des fonctions très élevées, et ça ne frappe que le gars qui s'est battu pour venir ici en France, pour sortir, et qui est maintenant enfin français, à qui on le menace. Mais les autres ont ça, et même plus avec des passeports diplomatique camerounais. Il faudrait une justice. Mais je comprends à moitié. Il y a des pays dont la nationalité ont certaines exigences. En ce qui concerne les activités des uns et des autres. Donc si vous êtes citoyen de cet autre pays-là, qui peut vous amener à poser des actes contre l'intérêt du Cameroun, à cause de cette nationalité-là, il est vrai que ce n'est pas vous qui deviendrez le patron de la sûreté. Ce n'est pas vous qui deviendrez ambassadeur. Bien sûr que non. Donc je pense qu'il y a certaines choses qui participent plus de conflits d'intérêts. Il y a, soit on est Camerounais qu'on ne l'est pas, il n'y a pas Camerounais à moitié. Mais c'est juste, et c'est ça dans les critères de fonction. Ce n'est pas dans le critère de nationalité. Donc ça veut dire que c'est comme on dit, on cherche DG dans ce coin, 45 ans ou plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas parce que ceux qui ont plus de 45 ans ne sont pas aussi Camerounais, mais c'est des critères. Donc si on dit à tel poste-là peut postuler, mais pas les gens de la double nationalité, à cause des recherches ou bien nationaux de tel autre pays, à cause du fait que ces pays-là ont des exigences. Il y a des pays qui ont des exigences pour les citoyens, concernant les activités, ce qu'ils font et ce qu'ils doivent dire. Donc vous ne pouvez pas, à ce moment-là, occuper certaines positions. Mais à part ça, vraiment, si on est Camerounais, ça on ne l'est pas. Donc il n'y aura pas des Camerounais presque. Non. Nous allons remercier certaines personnes, certains téléspectateurs de JMTV+, qui ont contribué à l'élaboration de ces questionnaires. Il y a Jean-Philippe Tabokamga de Libreville qui nous a envoyé une question qui était noyée dans celle que je vais la poser. Il y a Guy-Loïc Kamga aussi de Libreville. Il y a Abdul Kemit de Ouagadougou au Burkina Faso. Il y a Florine Nana et Simplice Nana à Sarcelles ici à Paris qui ont également envoyé des questions qui ont été noyées dans celles que nous vous avons posées. Nous aurions pu aborder aussi le franc CFA et bien d'autres questions, mais le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Vous nous promettez, vous reviendrez quand vous aurez du temps pour qu'on en rediscute. Sans problème. C'est un plaisir. Je dois vous féliciter pour l'effort que vous faites, parce que vous ne savez pas l'importance, parce que
nous avons une population qui a besoin d'une formation fiable, qui a besoin d'être éduquée, j'utilise ça en pesant les mots, et surtout de connaître les gens. J'estime pour ma part, je fais l'effort pour venir chez vous, parce que je pense qu'il faudrait bien que les Camerounais, les Camerounaises connaissent mieux ceux qui ont des prétentions, n'est-ce pas, comme les miennes. Je suis habitué à ce système-là. Pendant toute ma vie, si vous partez sur Google, vous tapez Akeremouna Transparency International, vous allez voir déclaration, mais bien déclaré. C'est dedans. Tout ce que j'ai, le monde entier pour savoir comment je gère le conflit d'intérêts. Et je pense que c'est très important que notre pays mette rapidement en place cette situation de gérer des conflits d'intérêts. Donc, je pense donc, pour vous féliciter encore, ce que vous faites, et aussi à Joël, c'est un plaisir de vous voir. Je vous félicite pour le travail que vous faites, parce que je suis de ceux qui pensent que notre système d'incarcération a beaucoup de choses à revoir, pour l'avoir comme avocat pendant 40 ans, pour avoir vu les gens qui sont traduits pour les mêmes faits. Il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont dehors. Il y en a qui sont dehors pour pire. Il y en a qui sont dedans pour presque rien. Et je dis une petite histoire qui m'a, dans toute ma carrière d'avocat, il y a un monsieur qui s'appelle M. Ngassa, qui a été un des hauts fonctionnaires de la Banque mondiale. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. C'est un ami et il est devenu un client. Pourquoi un client? Parce qu'il avait un terrain qu'il a acheté. Il a acheté, il a eu le titre foncier. Et pendant qu'il était absent, des gens ont empiété sur son terrain. Il a porté plainte, il a gagné le procès pour son terrain et tout. Et un procès démarre maintenant pour trouble de jouissance contre lui. Ça, c'est au Cameroun, ça. Et on allègue que lui, donc, avait arraché le terrain. Mais bien qu'il a le titre foncier. Et c'est là que je vais conclure. Et les gars sont arrivés à faire signer un mandat d'arrêt contre M. Ngassa. Et le magistrat qui a signé le mandat d'arrêt a dit que mandat d'arrêt contre M. Ngassa, qui doit être incarcéré pour pas moins de 6 mois. Vous voyez? Donc le gars est donc condamné. Mais pour juste justifier. Condamné dans le mandat d'arrêt, sans procès. Ça nous a pris 1 mois pour rectifier cela, pendant que ce monsieur était à Kondengui. C'était le bienvenu qu'il a reçu du Cameroun à sa retraite. Je vais vous emprunter ce livre, je vais vous faire réagir là-dessus. C'est triste. Les profondes blessures d'une chute. Livre écrit par Louise Menka Fossi, qui est la fille de Fossi Jacob. Vous savez qui c'est? Oui, j'ai entendu. Lui qui entraîna le gendarme Outard dans les chutes de la Métier. Vous allez les chutes de la Métier. Oui, je sais très bien qu'il avait attrapé. Voilà. Et c'est comme ça que l'histoire fut connue et on cessa de sacrifier les nationalistes camerounais. Donc Louise Menka Fossi sera sur ce plateau à votre place demain pour répondre à mes questions. Qu'est-ce que ce livre, cette histoire vous inspire? Mais ça m'inspire ce que je dis tantôt, la réconciliation avec notre histoire. Parce que dans l'intérêt de grandir les autres et de mettre les autres en néant, on a tripoté notre histoire. Je pense que des livres comme celui-ci, sur le Cameroun, je me rappelle quand je rentrais en vacances dans les années 70 et tout, même 60 avant, on vous fouillait à l'aéroport pour voir les livres que vous aviez. Donc je pense que cette tendance maintenant à nous remettre en face de notre histoire est très importante. Vous voyez, quand le président Mitterrand avait dit au Cameroun qu'on va ouvrir les archives, j'ai dit mince, parce qu'il y a beaucoup de gens aux affaires qui savent ce qui s'est passé dans l'Ouest. Donc, moi je vous félicite. C'est elle qu'il faut féliciter, vous voulez bien le mot. Je vous félicite et je la félicite parce que
sans vous, journaliste, à mesure qu'elle a fait un livre. Donc je vous félicite pour aller vers ces gens-là qui vont donc informer les autres. Mais je pense que c'est un pan de notre histoire qu'il faut voir et revoir. Parce que, pas pour en vouloir les uns aux autres, et pour savoir, c'est en fait ça notre force, cette diversité, et le fait que, et j'ai dit des fois aux Camerounais anglophones, je dis, vous savez, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons eu l'indépendance par l'urne. L'autre côté, Outumongo, c'était la guerre, c'est le terrorisme. C'est comme ça qu'ils entrent dans leur république. Mais quand on devient de l'Ouest Cameroun, là, mais on n'a pas eu de guerre. On n'a rien eu, on a eu une certaine expérience. C'était urne, vote et tout ça. Alors, quand on voyait le gars de Bamenda bomber le torse devant le fusil, parce qu'il n'a pas vu les villages brûlés, il n'a pas vu même si c'était tout proche de chez lui. Mais voilà, il n'a pas vu. Moi, je partais de Boya pour aller par Bafoussam, pour aller à Mbunda, pour aller à Bamenda, à Konsamba. Il y avait des têtes au rond-point. Donc je pense que c'est bien, et je la félicite pour ce travail qui aide les Camerounais à se rencontrer avec leur histoire. Chers téléspectateurs, avant de clore cette émission, je vais remercier J. Rémi Ngono qui nous a permis aujourd'hui d'avoir Maître Akeremouna sur ce plateau. Merci à toi, Joël Ingo. Merci. Et tu reviens à la prochaine. C'est désormais le JMTV+, c'est le chez toi désormais. Maître Akeremouna, quand vous voulez, même si c'est à Yaoundé ou à Bamenda, et surtout je souhaiterais que ce soit à Bamenda, JMTV se déplacera pour vous rencontrer. Non, je dis bien Bamenda pour faire comprendre que there is not anglophone for me, there is not francophone. I just know Cameroonians, that's all. Yep. Thank you. Can I take your hand, please? Thank you very much for having me. Thank you. Joël, mon frère. Allez, okay. Plaisir. Goodbye.